Je reçois aujourd'hui François Darac, auteur du roman Splendor Veritatis, paru aux éditions Slatkin en janvier 2015. Avant de rentrer dans le vif du roman, est-ce que vous pourriez tout simplement nous parler de vous ? Alors que vous dire, sinon que je suis historien, j'enseigne l'histoire et le latin, ça se ressent un petit peu à travers ce titre, dans un collège à Genève. Et voilà, c'est mon premier roman, Splendor Veritatis. D'accord. Et d'où vous est venue l'idée en fait de plonger à travers ce roman dans l'affaire Galilée ? Alors précisément parce qu'en tant qu'historien, j'avais déjà eu l'occasion de mener une longue étude sur cette belle affaire. Et je me disais qu'il y avait vraiment des ressorts romanesques impressionnants dans cette histoire bien connue, et ça m'a donné envie d'écrire quelque chose de différent, un roman. Histoire bien connue, mais aussi assez méconnue finalement. Les gens connaissent un peu les grandes lignes, mais... C'est paradoxal, oui, parce que c'est un événement, un grand événement de l'histoire de l'humanité, je crois qu'on peut le dire, un épisode... On en parle aujourd'hui encore, en tout cas. Bien sûr, et qui figure dans tous les livres d'histoire. Et en même temps, c'est une histoire qui a été largement caricaturée, parce que longtemps reprise depuis 1633, eh bien, on en a fait l'histoire d'une opposition entre la science et la religion, quelque chose d'assez comme ça, caricatural, manichéen. Donc oui, c'est aussi une histoire méconnue, et à travers le roman, je souhaitais entrer dans cette histoire à travers des personnages qui nous fassent ressentir à la fois l'atmosphère et les problématiques, les grandes questions qui se posaient à ce moment-là. Un aspect très intéressant du roman, donc justement, c'est que c'est un roman historique qui prend place dans un contexte réel qui a existé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur justement le roman historique ? Est-ce que ça serait une façon plus ludique d'apprendre l'histoire ? Alors, je pense qu'effectivement, on a plus de plaisir à lire un roman historique qu'un vrai livre d'historien. Souvent, dans les études d'historien, on est beaucoup dans l'analyse, dans l'interprétation, avec des notes de bas de page. Pas très digeste. Voilà, qui peuvent prendre jusqu'à la moitié de la page. Donc, on est dans disons, une démarche scientifique. Alors que dans le livre roman historique, on pénètre dans l'histoire à travers le plaisir d'abord de la lecture. Et le philosophe Alain a sorti cette phrase que je trouve absolument excellente. Il disait il faudrait à l'historien emplir des pages et des pages avant d'égaler le peintre d'histoire. C'est-à-dire C'est-à-dire, il parlait précisément des romans historiques. Le roman historique rend la matière vivante, et c'est ce qui permet alors au lecteur de vibrer. Je crois que c'est d'abord... C'est vrai qu'en un sens on s'y attache, on est plus dedans. C'est ça, c'est donc immerger le lecteur, lui donner évidemment le plaisir de la lecture, et si à travers le roman on peut apprendre quelque chose, eh bien c'est tant mieux. Mais je dirais le rôle premier du roman, c'est d'abord le plaisir de la lecture. Peut-être que vous l'avez déjà utilisé pour vos élèves en fait en histoire. Si vous avez abordé l'affaire Galilée, vous leur avez peut-être donné ça à lire pour quelque chose qui soit plus digeste que le... Ce serait bien qu'on le fasse acheter dans toutes les écoles, effectivement. Non, alors je me suis pas permis de leur en parler. Ce serait possible, par exemple, imaginons que vous traitez cette période, cette affaire... Alors je crois qu'il faut quand même distinguer l'histoire scientifique du roman historique. Ça, il ne faut pas confondre. Mais pour capter l'attention des élèves, je veux dire, pour les... Alors ça se fait, je crois que ça se fait. On peut lire un roman historique pour faciliter la compréhension d'une période en particulier. En revanche, je crois qu'à ce moment-là, il est très important que l'enseignant puisse revenir sur les éléments de fiction et les éléments réels, faire une analyse du roman, et puis déconstruire à travers ça toute la démarche qui est aussi une démarche littéraire, pour ensuite arriver à ce qui est le fond de son enseignement, à savoir l'histoire. Donc pour ma part, je ne me suis pas encore risqué à proposer ma propre production à mes élèves. Ça, déontologiquement, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé. Oui, c'est vrai.
Et justement, quels sont les éléments objectifs et subjectifs qui vous ont permis de construire le roman? Comment est-ce qu'on peut faire la distinction entre les deux? Alors, je dirais que le lecteur n'a pas trop à se poser la question au départ, parce qu'il faut qu'on puisse avoir le plaisir de la lecture, se laisser emporter par son imagination. J'ai envie de vous dire, la semaine dernière, j'étais en Ardèche, dans la grotte Chauvet. Donc c'est ce sorte de Lascaux bis encore plus ancienne. Bon, il se trouve qu'on ne peut plus pas aller sur le site spéléologique de la grotte Chauvet parce que c'est pas praticable pour des centaines de milliers de visiteurs. Donc on a créé une nouvelle grotte. Complètement artificielle, mais identique. D'accord. Et il est vrai que quand on pénètre là-dedans, eh bien on est, si on se dit je suis dans la vraie, on a vraiment l'impression d'être dans la vraie. Et j'ai envie de dire que c'est à peu près pareil ce qui devrait se passer dans un roman historique. Il faut se laisser immerger. Et puis ensuite, si vraiment on tient à savoir ce qui relève de la vérité historique, de ce qui relève de la fiction, alors à ce moment-là, on peut aller se renseigner à travers des livres d'histoire, dans des encyclopédies, mais dans un second temps, je dirais. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, je donne quelques indications d'orientation bibliographique si des personnes souhaitent se renseigner plus avant. Plus curieux. Pour les plus curieux, mais d'abord se laisser immerger, je crois que c'est... Mais c'est vrai que c'est peut-être une très bonne porte d'accès, en fait, à ces connaissances-là. Certainement, parce que lire un livre d'historien sur l'affaire Galilée, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le fassent. Oui, il y a des que sais-je de vulgarisation, certes, mais le roman procure en plus le plaisir. Combien de personnes ont appris ce qu'était l'Égypte antique à travers les romans de Christian Jacques ou ont fait leurs premiers pas dans le Moyen-Âge avec Umberto Eco. Alors, donc voilà, pour le XVIIe siècle, pourquoi pas Splendor Veritatis. Alors on a vu un peu justement les forces possibles des romans historiques, mais concernant les faiblesses, par exemple pour celui-là, est-ce que c'est pas un problème pour donc le lecteur qui connaît déjà un petit peu l'affaire de savoir que Galilée va de toute façon mourir? Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté qui peut gâcher la lecture? Donc pour le lecteur déjà averti. Alors oui, je dirais un spécialiste de Galilée n'aura peut-être pas le même plaisir, au contraire il criera peut-être à la trahison sur certains points, mais le livre n'est pas écrit pour les spécialistes, il est écrit pour des lecteurs qui s'intéressent à ces questions-là. Donc oui, dans l'affaire Galilée, tout le monde sait que Galilée était condamné en 1633. Alors bon, il n'a pas péri sur le bûcher, mais enfin... C'est ce qu'on croit généralement, voilà, c'est vrai. Parfois, on le dit, mais enfin, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas tricher. Là, Galilée, 1633, ça sent... Les faits sont les faits. Les faits sont les faits, les mais dans ce livre, la condamnation de 1633 intervient au quart du livre. Et les trois quarts du livre, c'est l'après 1633. C'est vrai. Et là, c'est là que se déroule toute cette question, tout ce dilemme de l'opposant de Galilée, Inkofer, ce dilemme sur la vérité. C'est la splendeur de la vérité qui l'éblouit malgré la raison d'Église qui le tient d'une certaine manière. Et donc, tout ça, je pense que c'est très méconnu. Et en l'occurrence, je pense, on apprend des choses et à travers Inkofer, on vibre par rapport à des idées qui sinon pourraient paraître très désincarnées. Oui, c'est vrai que la psychologie des deux personnages principaux, donc Galilée et Inkofer, vous avez beaucoup insisté dessus, il me semble. En tout cas, à la lecture, c'est vraiment ça qui m'a transporté, qui m'a donné envie de continuer à lire le livre, malgré le fait que, encore une fois, on pouvait savoir comment ça allait finir. Il n'y a pas de bon roman, je crois, sans qu'on puisse vraiment pénétrer dans la tête des protagonistes. Il faut qu'on puisse, sinon, comment dirais-je,
s'identifier à un personnage, c'est un petit peu difficile. Ce sont des hommes du XVIIe siècle, dont un jésuite, donc un homme d'église. Alors, c'est un petit peu loin de peut-être notre imaginaire aujourd'hui, mais ça reste des hommes. Et à travers cette psychologie particulière, qui sont très différentes chez l'un et chez l'autre, eh bien, on entre dans leur propre univers. On est dans l'univers des idées, mais ces idées sont portées par des hommes avec des forces, des faiblesses. Il faut qu'on puisse le comprendre, il faut qu'on puisse le vivre pour que ce roman puisse échapper, on va dire, à sa bulle, disons, un peu intellectuelle. Tout à fait. Et deux grandes figures genevoises font leur apparition donc, au cours de votre histoire, qui sont Diodati et Viviani. Alors Viviani est florentin, lui. C'est Diodati, qui est d'origine italienne, mais qui est genevois. Alors Viviani passe par Genève. Il passe par Genève. C'est ça, désolé. Alors est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus, au moins sur Diodati, du coup ? Alors Diodati est un personnage qui a existé, comme Viviani d'ailleurs, comme la plupart des personnages que je mets en scène dans cette histoire. Alors Diodati, en deux mots, était un intellectuel de cette époque, il était avocat à Paris, il était d'origine genevoise, et son rôle dans ce qu'on appelait à cette époque la République des lettres, c'est-à-dire cette communauté savante à l'échelle européenne, était de promouvoir ce qui devait être promu selon lui. Et il est entré en relation avec Galilée, a fait sa connaissance bien avant sa condamnation, sont devenus amis, et il a joué un rôle très important, authentiquement, dans la vraie histoire, et c'est repris dans le roman, après la condamnation, dans la mesure où c'est grâce à lui que certaines œuvres de Galilée, qui étaient interdites par l'Église, désormais mises à l'index, ont pu être traduites, et pour certaines, ont pu même paraître pour la première fois, parce que Galilée avait des manuscrits encore, il avait encore des choses à dire, mais il était censé se taire. Donc il n'avait pas en fait publié... Il n'avait pas tout publié, et Diodati a permis la publication et donc le rayonnement des idées. Parce que justement Diodati et son entourage soutenaient en fait les thèses galiléennes. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez d'un côté Inkofer, le jésuite, donc membre de la Compagnie de Jésus, un ordre religieux militant d'un côté, et Galilée de l'autre. Il y a un affrontement entre ces deux hommes avec des trajectoires parallèles qui s'entrecroisent. Ça, c'est la trame, on va dire, du roman. Mais j'ai voulu reprendre une sorte de métaphore un peu cosmique, si on veut, dans la mesure où autour de ces deux pôles, ces deux planètes, il y a des satellites. Alors, il y a les satellites jésuites, on est là dans le monde de l'Église d'un côté, et puis autour de Galilée, eh bien, il y a des disciples, il y a des admirateurs, il y a des gens qui vont réagir lorsque lui-même sera coincé et ne pourra plus réagir parce qu'il a simplement été condamné. Alors il réagit par la bande, en sous-main, grâce aux aides extérieures. Tout à fait. Et un concept très important de votre roman, c'est évidemment, et il ressort dès le titre, c'est le concept de vérité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concept de vérité ? Oula, c'est une question très philosophique que celle-là. J'ai envie de vous citer une phrase qui m'a beaucoup marqué et dont ce roman est un peu l'illustration. C'est le marquis de Vauvenargues au XVIIIe siècle qui a eu cette phrase magnifique « La vérité est le soleil des intelligences ». Donc c'est là aussi une métaphore céleste pour nous dire que il y a une sorte d'attraction presque magnétique de la vérité pour les intellects, pour les intelligences. Et c'est ça qu'il y a au cœur de ce roman. C'est-à-dire que Galilée, lui, est le grand savant, a fait des recherches et des découvertes qui lui permettent de dire, mais attention, désormais, la Terre tourne autour du Soleil et ça n'est pas le contraire. Donc il est détenteur de ce qu'il est certain d'être une vérité. Et de l'autre côté, il y a des sceptiques, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui refusent absolument cette idée même. Et ça, ce serait le camp des conservateurs au sein de l'Église. Et le problème d'Inkofer, donc l'homme le plus en pointe dans l'opposition à Galilée,
c'est que la vérité l'attire d'une certaine manière et il ne peut pas y échapper une fois qu'il entre dans son orbite. Vous voyez, il n'a pas vraiment le choix en fait d'aller dans son sens. Il ne sait pas mentir. Bon, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on voit que vu qu'il est condamné, il doit abjurer sur ce qu'il croit, mais finalement, il est toujours attiré. Alors Galilée, lui, jure, parce qu'on lui dit de jurer, justement, et c'est ça, ou la mort, qu'il n'y croit pas et qu'il n'y croira plus, mais on ne peut pas se défaire comme ça d'une certitude qu'on a acquise pendant des décennies. Et puis de l'autre côté, Inkofer est lui-même, tout jésuite qu'il est, tout membre de l'Église qu'il est, c'est aussi un scientifique, parce que au sein de la Compagnie de Jésus, on avait des intellectuels de haut vol à cette époque. Et donc Inkofer a des doutes parce qu'il est aussi astronome. Et en faisant condamner Galilée, il sait aussi d'une certaine manière qu'il se trahit lui-même, parce que la recherche fait partie aussi de son monde. Il est face à un dilemme en fait. C'est un vrai dilemme, et ce dilemme, il est obligé de le résoudre. C'est une question existentielle pour lui. Ne pas, parce que on peut le dire, parce que ça intervient assez vite dans le roman, c'est pas la fin du roman, il découvre que Galilée a raison, mais lorsqu'il découvre que Galilée a raison, il y a deux possibilités. Soit il crie haut et fort en tant que membre de l'Église, attention, on s'est trompé, Galilée avait raison, mais à ce moment-là, il prend un risque énorme, c'est de se retrouver lui-même à la place de Galilée, sur la sellette et dans la position du futur condamné. Et ça, il en est quasiment sûr, parce que à cette époque, l'Église, vu sa position et vu que l'Église vient de se prononcer sur ce point, elle ne va pas faire machine arrière. Soit il se tait, mais à ce moment-là, c'est un traître, d'une certaine manière, un traître à la science. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la science? Qu'est-ce qu'il y a derrière la vérité scientifique? Eh bien, il y a Dieu, il y a la vérité de la nature, il y a la création. Et ça, c'est trahir la vérité, c'est trahir Dieu. Mais lui, en tant qu'homme d'église, que doit-il choisir? Trahir l'église ou trahir Dieu? Et voilà, donc il va falloir qu'il choisisse. Et ça, je ne dis pas ce qui se passe à la fin. En guise de conclusion, peut-être vous pourrez nous suggérer de pourquoi est-ce qu'on devrait lire ce livre? Qu'est-ce qui fait qu'on prendrait de toute façon du plaisir à le lire? Quels sont vos arguments? Alors, d'abord, pour le plaisir, c'est un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises, c'est d'abord pour le plaisir, et bon, j'ai la faiblesse de croire ce qu'ont dit déjà certains lecteurs, ce qu'a dit la critique et ce qu'ont dit les journalistes, à savoir que c'est un livre qui en procure, donc ça, je pense que c'est une bonne raison. Une deuxième raison, c'est parce que, on en a parlé ensemble, on pénètre là dans un monde qui semble à la fois connu, mais qui est aussi très méconnu. Donc, on doit le lire pour le voyage que ça permet dans cette Italie baroque du début du XVIIe siècle, qui voit se produire une affaire aux conséquences retentissantes. Cette condamnation de Galilée, c'est une grande page de l'histoire. Il y a un avant, il y a un après, mais l'après n'est pas comme l'avant. Et donc, ça, c'est un événement majeur. Et puis, je dirais qu'il y aurait une troisième raison. Parce que derrière un roman historique, il faut qu'il y ait aussi des éléments qui nous parlent à nous, hommes et femmes du XXIe siècle. Et la question du dogmatisme religieux, la question de cet aveuglement dont on fait preuve un certain nombre, et pas tous, mais certains tenants, ou plutôt opposants de Galilée, qui l'ont fait condamner, eh bien, nous rappelle aujourd'hui encore certaines attitudes, alors que dans toutes les religions, il y en a même chez les chrétiens, les créationnistes aujourd'hui ont aussi une forme d'extrémisme en eux. Et puis la violence provoquée par le dogmatisme religieux, on découvre ça tous les jours en allumant la radio ou la télévision, en ouvrant nos journaux. Donc c'est aussi, comme disait un journaliste, un thriller politique, en parlant de Spender Veritatis, un thriller politique aux résonances très actuelles. Et je pense que c'est ça aussi. Ça, c'est une histoire qui s'est passée au XVIIe siècle, 4 siècles après. Il y a certains ressorts qu'on retrouve.
Très bien. Merci pour vos réponses, François. Merci. Merci.